Bienvenue pour notre analyse. Aujourd'hui, on se penche sur un document interne d'Anthropic. Ils détaillent comment, chez eux, ils utilisent leur propre outil d'IA pour le code, Claude Code, vraiment au quotidien. Hmm. La source, ce sont des entretiens directs avec leurs équipes, les utilisateurs, quoi. Et notre but, c'est de voir comment ça change vraiment le travail, que tu sois développeur ou pas du tout. Oui, c'est super intéressant parce que là, on sort des annonces marketing, tu sais. On voit l'outil à la maison, chez ceux qui l'ont fait. Ça révèle souvent des usages plus pratiques, plus terre-à-terre. Et l'impact réel sur les flux de travail. C'est une occasion assez unique. Exactement. Et ce qui frappe tout de suite, c'est à quel point ça efface un peu les frontières entre les métiers, les compétences. Prends l'équipe marketing, par exemple, une seule personne. Une seule. Ouais, Oui. Et grâce à l'outil, cette personne automatise la création de, centaines de variations de pubs Google Ads. carrément. Et même la production de visuels via un plugin Figma. Le temps pour rédiger les textes passe de 2 heures à 15 minutes. 15. C'est fou. Et du coup, elle peut tester 10 fois plus de créations. C'est juste énorme comme levier. Ah oui, là, c'est une illustration parfaite de la démultiplication, quoi. L'IA, elle invente pas la stratégie, mais elle gère l'exécution à fond. Ça donne une force de frappe incroyable à une petite équipe. L'humain décide, l'IA fait le gros du boulot répétitif. C'est ça. Et c'est pas fini pour les non-techniciens. L'équipe design, figure-toi, arrive à implémenter direct des ajustements visuels, genre les polices, les couleurs, mais même, et ça c'est fort, à toucher à la gestion d'état dans le code. Ah oui, la gestion d'état carrément. Ouais, c'est-à-dire comment l'appli gère les infos, les choix d'un moment à l'autre. Normalement, ça, c'est pur dev. Là, ils le font sans passer par 15 allers-retours avec les ingénieurs. Et apparemment, ils utilisent beaucoup les captures d'écran pour guider l'outil. Ça c'est malin. L'approche visuelle, c'est clé pour les non-codeurs. Ça démocratise la technique, en fait. L'outil devient une sorte de traducteur ou d'assistant qui permet aux designers de réaliser leur vision plus directement, moins de friction. D'ailleurs, il y a aussi l'équipe juridique. Eux, ils ont pu créer des prototypes d'outils internes. Ah ouais, genre quoi? Un assistant d'accessibilité pour la famille des employés ou un genre d'arbre téléphonique interactif pour l'interne. Et ça sans mobiliser de développeurs dédiés. C'est révélateur, ouais. Ça montre bien que l'outil sert pas juste à coder plus vite pour les devs. Il permet à des gens qui ont une expertise métier, mais pas technique, de créer, de tester leurs idées eux-mêmes. Ça comble un manque, quoi. Donc on voit bien le changement pour les non-spécialistes. Mais quid des équipes techniques, Zal? Est-ce que pour eux aussi le gain est spectaculaire? Le document dit que oui. Par exemple, l'équipe infrastructure, Oui. il y a un cas assez parlant sur Kubernetes. Un problème complexe, tu vois. Ils ont filé des captures d'écran de leur dashboard à Cloud Code. Et l'outil a aidé au diagnostic, mais il a aussi donné les commandes exactes à taper. Résultat, ils résolvent plus vite et ils ont moins besoin d'appeler l'expert réseau maison à chaque fois. L'IA devient un copilote expert, en quelque sorte. C'est un peu ça, ouais. Et l'équipe produit, alors eux, ils vont encore plus loin pour le prototypage rapide. Ils utilisent un mode auto-accept. En gros, l'outil propose du code et l'applique direct pour aller vite. Ah oui, le mode j'accepte tout. Faut oser. Ouais, ils ont généré comme ça 70% du code pour un mode Vim. Mais attention, ils insistent là-dessus. Faut un état Git hyper propre. Ah bah oui, j'imagine. C'est la condition sine qua non. Voilà, pour pouvoir revenir en arrière facilement s'il y a part en vrille. C'est l'approche, on expérimente vite, mais on garde un filet de sécurité. Le guide, c'est fondamental. Ça permet d'utiliser l'automatisation à fond pour prototyper sans tout casser. L'IA exécute, l'humain supervise et contrôle. Malin. Et ça continue, hein. L'équipe sécurité s'en sert pour analyser des plans Terraform super vite ou pour synthétiser de la doc technique, des runbooks. Ils disent réduire le temps de résolution d'incidents de 10-15 minutes à 5 minutes. Pas mal. Et puis l'équipe inférence, même avec des gens nouveaux en machine learning. Ils utilisent l'outil pour piger du code complexe, générer des tests unitaires qui couvrent bien les cas limites et même pour traduire du code, par exemple vers Rust, sans connaître le langage à fond. Ah, ça c'est fort, la traduction de code. Ils estiment gagner 80% de temps de recherche. C'est juste énorme. Donc en gros, ce qu'on voit, c'est vraiment une transformation du rôle technique. Moins de temps sur les trucs un peu répétitifs, naviguer dans le code, écrire les tests de base, le premier niveau de débugage. Et ça libère du temps, de la bande passante mentale, pour la conception, la stratégie, la supervision, les problèmes vraiment tordus, quoi. L'IA prend une partie de la charge de base. Donc si on résume, ATI, gain de temps massif un peu partout. Ouais. Capacité de production qui explose pour certains, comme le marketing. Mhm. Une vraie démocratisation de tâches techniques pour les non-spécialistes. Les nouveaux qui montent en compétences plus vite.
Et on imagine une meilleure collaboration entre équipes, vu que les silos, ils tombent un peu. C'est ça. Et les clés du succès qu'il donne, c'est assez logique finalement. Faut bien nourrir l'outil, lui donner du contexte, avec des fichiers dédiés, genre cloud.md. D'accord. Travailler par étapes, itérativement. Pas attendre la solution parfaite du premier coup. Utiliser le visuel. Les captures d'écran, ça aide beaucoup apparemment. Oui, ça revient souvent ça. Savoir quand il faut garder la main, superviser de près pour la logique métier critique par exemple. Et quand on peut laisser l'outil faire plus en autonomie, pour le prototypage ou les tâches annexes. Et aussi, parfois, découper un gros problème en plus petites tâches pour des sous-agents d'IA plus spécialisés. Très clair. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça au final? C'est quoi la prochaine étape, d'après toi? Ça ouvre une réflexion qui est assez fondamentale, je trouve. Si un outil comme ça permet à un designer de toucher à la gestion d'état ou à un juriste de prototyper une appli, la frontière classique entre les rôles techniques et non techniques, elle est en train de devenir sérieusement floue, non? C'est vrai. Et on peut se demander quel potentiel d'innovation ça libère si tout le monde, à son niveau, avec ses idées, peut commencer à les matérialiser un peu, sans dépendre systématiquement des ingénieurs purs et durs. C'est peut-être ça le vrai changement de paradigme qui est en train de s'installer.